Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marie-Ève Leclerc-Parker. Je suis responsable des communications pour la revue Vie des Arts. Je voulais tout d'abord remercier Artenzo pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir que la revue Vie des Arts s'associe à ce colloque. J'en profite pour vous inviter à jeter un coup d'œil à notre nouvelle identité visuelle qu'on a dévoilée dans les dernières semaines. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur notre site web, viedesarts.com, ou sur notre page Facebook. Donc, sans plus tarder, je vais saluer les panélistes de ce premier panel intitulé Résidence artistique et collaboration. Donc, bonjour Éric Desmarais et bonjour Franck Michel. Bonjour. Donc, Éric, est-ce que tu veux nous présenter un peu ton parcours en quelques minutes? Oui, pas de problème. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. J'ai dû changer en catastrophe de lieu parce qu'on a perdu Internet au travail. Écoutez, Sporabol, une longue feuille de route, a été fondée en 1973. C'est un centre d'artistes autogéré qui est situé à Sherbrooke, donc pas très loin de Montréal, et a changé de nom en 2009. Et moi, j'y suis depuis immédiatement après le changement de nom, de la restructuration qui a eu lieu. Et tranquillement, en fait, le centre est passé d'un centre axé essentiellement sur la diffusion vers un centre qui visait à toucher l'ensemble du processus de création, de la recherche à la production jusqu'à la diffusion et même jusqu'à la propulsion vers la tournée. Ce qu'on atteint là, cette année, donc après environ 10 ans de travail, on réussit à couvrir l'ensemble de ce continuum-là. Essentiellement, je vais parler aujourd'hui essentiellement du programme Interface hors sciences, qui est un programme de résidence qu'on a fondé en 2014 et qui visait à l'origine à développer des résidences où la question de la valorisation de la connaissance qui est générée par les arts allait être mis comme au centre d'un écosystème plus large, donc celui de la recherche scientifique. Et essentiellement, c'est contextuel parce que Sherbrooke, après une analyse, disons, des premières années de restructuration du centre, on s'est rendu compte que Sherbrooke n'a pas de public naturel pour des pratiques de pointe en art et technologie. Donc, on s'est posé la question, en fait, Sherbrooke, c'est quoi? Puis essentiellement, on est arrivé à la conclusion que c'était une ville universitaire, mais pas très une ville artistique, en fait. C'est une ville de recherche en médecine, en sciences pures, en mathématiques, etc., et en génie. Et à partir de ce constat-là, en fait, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas essayer de développer des partenariats ou du moins les infiltrer ces domaines-là pour y envoyer des artistes. Et essentiellement, on a commencé à négocier avec l'université pour voir si c'était possible de faire un programme de résidence dans des laboratoires, ce qu'on a réussi à mettre sur pied à partir de 2014. Et à ce jour, on a tenu 6 résidences qui s'étalent sur un an et qu'on a développé avec le temps une approche disons, qui est adapté à ce type de résidence-là, parce que rapidement, les difficultés auxquelles on a fait face, c'était des difficultés de communication, c'est-à-dire de traduction des discours et des façons de comprendre les milieux un et l'autre, le champ artistique par rapport au champ scientifique et vice-versa, et aussi la question de la vitesse des disponibilités et tout. Donc, le premier projet qu'on a fait avec François Quévillon, on avait fait en premier l'appel de projet pour recruter un artiste et on s'était dit qu'on allait trouver un chercheur. Donc, la partie de la résidence, la recherche du partenaire était inclus dans la résidence. Et ça n'a vraiment pas fonctionné. En fait, on n'arrivait pas à mailler assez rapidement. Disons que ça a pris un an avant qu'on trouve un chercheur qui avait du temps et qui était disponible pour se consacrer à une résidence comme celle-là, donc accueillir un artiste dans son laboratoire. Et donc, la deuxième année, on a retourné complètement les façons de faire, c'est-à-dire qu'on a recruté en premier les chercheurs qui étaient disponibles et qui avaient de l'intérêt. Et à partir de la banque de données de champs de recherche qu'on avait accumulés, on a fait des appels pour les artistes et là, ça a beaucoup mieux fonctionné. Et puis, je ne m'éterniserai pas sur ça, mais il y a un autre volet qui était au cœur de notre enjeu, en fait, c'est qu'on remarquait, autant dans la revue de littérature que dans la recherche qu'on avait faite sur les autres résidences entre les secteurs, en fait, qu'on est tout le temps pas loin, en fait, d'une instrumentalisation d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on voyait des exemples où des domaines de recherche
en sciences invitaient des artistes pour mieux communiquer leurs recherches, donc essentiellement pour les mettre belles et compréhensibles. Et vice-versa, les artistes invitaient voulaient travailler avec des chercheurs pour aller extraire les connaissances qu'ils disposaient. Donc, connaissances, que ce soit en intelligence artificielle, en technologie ou même en sciences humaines ou dans toutes sortes de domaines. Et on voulait vraiment éviter cette espèce de rapport-là d'instrumentalisation pour essayer de s'approcher, en fait, d'une réelle collaboration qui aurait des impacts sur les deux champs disciplinaires. Et en fait, puis je termine là-dessus, c'est que la clé, en tout cas, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a l'idée de ne pas avoir de projet. Donc, on invite autant les chercheurs et les artistes à ne pas nous déposer un projet, mais à nous déposer un intérêt. Et ensuite, il y a comme une période d'errance obligatoire où on empêche les idées d'émerger qui dure environ 3 mois. Donc, qui est le corps de la résidence, qui est concentré sur un rapprochement. Et de facto, en fait, après 3 mois ou 4 mois à se côtoyer, les idées qui sont vraiment à la convergence des intérêts commencent à émerger. Et à partir de là, ils peuvent rentrer en prototypage et commencer à réfléchir. Donc, essentiellement, ça fait pas mal le tour. Merci. Merci, Eric. Donc, Franck? Oui, merci Marie-Ève. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et à Artenzo pour organiser ce colloque sur les résidences. En fait, moi, je vais vous présenter la résidence à Adélard, qui est une jeune résidence, mais aussi vous dire que j'ai 2 chapeaux actuellement. Donc, je suis vice-président d'Adélard et je suis aussi consultant en développement culturel régional pour une firme qui s'appelle Idée Territoire, qui est basée à Saint-Roch-des-Aulnay, à côté de Saint-Jean-Port-Joli, pour ceux qui connaissent. Et mon parcours professionnel a fait que j'ai travaillé pour différents organismes en résidence, dont Est Nord-Est il y a une vingtaine d'années, pendant 10 ans, et aussi été commissaire de projets qui impliquaient des résidences. J'y reviendrai peut-être plus tard si jamais on a le temps. Donc, disons que la résidence et la recherche autour de la résidence, l'intérêt pour la résidence est présent depuis de très nombreuses années dans mon cas. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer quelques photos d'Adélard au moment où je parle. Voilà. Donc, Adélard est né en 2018 dans la petite municipalité de Frélisbourg, qui est située dans la MRC de Brome-Missisquoi en Montérégie. C'est un petit village qui est à peu près à 1 heure et quart de Montréal, pas très loin de la frontière américaine. Basé dans une petite grange au cœur du village, Adélard a comme mission première de rapprocher les artistes et les citoyens. Il propose des résidences d'artistes en art actuel, des activités de médiation, des expositions, permettant ainsi la création, la recherche et le dialogue entre les artistes et la communauté. Chaque saison accueille 3 artistes pour des séjours de 6 semaines environ. La résidence est aussi une résidence officielle du Calque depuis ses débuts pour des échanges entre des artistes entre le Québec et le Maroc. Malheureusement, à cause de la pandémie, la résidence qui était prévue avec un artiste marocain l'année dernière n'a pas eu lieu et n'aura pas plus lieu cette année en fait. Depuis l'année dernière, le 2e étage de la grange est consacré à une exposition des œuvres antérieures de l'artiste. C'est l'artiste choisi ce qu'il veut présenter. Bon, celle que je vous présente là en photo est un montage assez classique, mais il y a aussi des artistes qui ont choisi carrément de faire une installation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand les résidences sont ouvertes au public, c'est-à-dire tous les week-ends en présence de l'artiste, les visiteurs peuvent à la fois discuter avec l'artiste de sa démarche en cours, mais aussi de voir son travail antérieur. La 3e saison débutera le 22 mai. Et donc, dès le début, Adélard a su s'intégrer au sein de sa communauté. Il était impératif pour les 2 fondateurs, Sébastien Baranger et Gérald Filion, qu'Adélard soit un projet qui émane de sa communauté et crée l'adhésion. Je crois même que si le projet n'avait pas fait consensus, en fait, il n'aurait jamais vu le jour. Il était hors de question pour eux d'imposer ou de catapulter un projet dans la communauté. Là, c'est une photo qui montre l'ouverture d'Adélard et le maire avec sa chemise rose qui était très, très enthousiaste face au projet. Donc, excusez-moi.
Je travaille sur 2 écrans en même temps, donc voilà. Pour ce faire, les 2 fondateurs se sont premièrement assurés d'avoir l'assentiment de la municipalité, qui était d'ailleurs en quête d'un projet culturel et rassembleur. Donc, le momentum était excellent. Ils ont ensuite constitué un conseil d'administration fondateur constitué d'acteurs de la communauté de différents milieux. Donc, il y avait un maraîcher, un restaurateur, un agriculteur, une conseillère municipale, des gestionnaires culturels, des artistes, des architectes paysagistes, bref, un éventail des personnes représentatives de la diversité de la population de Fredericksburg. En plus de planifier la mise en œuvre du projet, le CA devait s'assurer qu'il suscite l'adhésion de la communauté et qu'il réponde à une vision commune émanant des citoyens et ou du moins partagée par les citoyens. Cette attention particulière à la communauté, réalisée en amont tant du point de vue politique que citoyen, a eu comme incidence une excellente réception des 2 premières années d'activité d'Adélard. La manière dont a été pensée et implantée cette initiative culturelle participe à créer un rapprochement entre les problématiques du développement culturel et celles du développement local en milieu rural. Il se crée lors des synergies entre les deux, se nourrissant mutuellement. On pourra, lors des questions, en reparler un peu plus de cette question-là qui est très importante. Adélard et ses activités sont très vite devenues un lieu de rencontre et d'échange, contribuant à construire un nouveau lien social entre ruraux, néo-ruraux, estivants et visiteurs de passage des plus jeunes aux plus âgés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fredericksburg est quand même un village relativement touristique, mais où les gens ne s'arrêtent pas nécessairement très longtemps. Ils passent, ils mangent là et ils continuent. Surtout les cyclistes et les motards, en fait. C'est une route très connue pour ça. Ensuite, si jamais on a le temps, je vous parlerai de l'histoire de la fleuriste, qui est une très belle histoire, mais on verra si on a le temps. Des visiteurs viennent également de l'extérieur pour rencontrer les artistes, participer aux activités de médiation ou voir les expositions. Ils mangent au restaurant, dorment peut-être dans une auberge. Bref, ils contribuent à l'économie locale. Idem pour l'artiste en résidence qui lui aussi vit et consomme localement pendant son séjour. Cependant, les retombées d'une résidence en milieu rural et ses activités connexes vont bien au-delà des simples retombées économiques, même si elles en sont un important vecteur. À titre d'exemple, les enfants de l'école du village et des écoles avoisinantes n'avaient peu, voire pas accès à la culture vivante avant l'émergence d'Adélard. En fait, on ne pourrait pas parler d'un véritable désert culturel parce que dans d'autres villages avoisinants, il y a quand même des galeries, mais on n'était pas loin du désert culturel, bien que ça soit une région quand même assez favorisée. Avec l'arrivée d'Adélard, des artistes en résidence, un nouveau possible émerge. Les enfants rencontrent les artistes, entrent en contact avec une démarche créatrice, participent à des ateliers de création, visitent des expositions. Il en est de même pour toutes les clientèles spécifiques ciblées par les activités de médiation, les personnes âgées par exemple. La résidence d'artistes, dynamisée par son programme de médiation, participe étroitement au vivre ensemble, accroît l'attractivité du milieu et engendre de nouvelles dynamiques de développement. Pour conclure, je crois qu'Adélard, de par sa nature même et son enracinement dans sa communauté dès le début du projet, dépasse le simple projet culturel pour devenir un véritable projet de territoire. Et là, j'ai pris le cas d'Adélard, mais j'aurais aussi pu parler d'Est-Nord-Est, qui est un cas quand même différent parce que c'est un organisme qui existe depuis 40 ans et qui a peut-être pas eu au départ la même inscription en tout cas pas de la même manière, la même inscription dans sa communauté, mais qui maintenant, les qualificatifs que j'ai donnés à Adélard pourraient tout aussi bien s'appliquer à Est-Nord-Est ou à d'autres résidences en milieu rural qu'on retrouve sur le territoire québécois. Merci. Merci, Franck. Donc, je vais commencer avec la première question. Donc, autant à Adélard qu'à Sporobol, le rôle de l'artiste dans la société est au cœur de votre mission, que ce soit en tant que vulgarisateur au sein de la communauté ou comme créateur de savoir dans de nouvelles disciplines. En plus de la posture de créateur, les artistes en résidence sont invités à occuper celle de médiateur à Adélard et celle de chercheur à Sporobol. Selon vous, qu'est-ce que ces différents rôles apportent aux artistes en résidence et à l'organisme qui les accueille? Éric? Pour les artistes, c'est autant un challenge que c'est très enrichissant parce que dans le fond, ils s'embarquent dans
dans un contexte où qui n'auraient pas pu développer eux-mêmes. Il y en a plusieurs qui essaient en fait de développer des résidences, mais souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que l'absence d'une tierce personne ou d'un tiers parti dans un projet de collaboration comme ça qui est parsemé d'embûches et d'incompréhension, en fait, rend les choses difficiles. Donc, pour les artistes, par exemple, je pense à l'artiste White Feather Hunter qu'on a reçu, qui est allé travailler avec une chaire de recherche en biotechnologie. Bien, elle, ça lui a permis de pousser sa pratique à certains niveaux, mais aussi de développer tout un réseau de contacts avec des chercheurs, disons, qui ne sont pas habitués de travailler de façon avec d'autres secteurs, là, en tout cas pas en or. Et pour l'organisme, en fait, si on y va de façon très micro, ça nous a permis en fait, nous, de développer une série de discours, je dirais, ou de concepts ou d'idées pour nous repositionner tant sur le territoire, mais aussi au niveau de l'écosystème puis de la recherche en art, mais de façon indépendante, donc extérieure aux universités. Et puis, je dirais même que le fait qu'on soit un organisme indépendant facilite les collaborations avec les universités étrangement, c'est comme on se fait considérer comme une entreprise. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui facilitent les collaborations avec les entreprises pour les institutions et ce n'est pas nécessairement le cas entre des départements de recherche à l'interne. Puis pour les artistes eux-mêmes, en fait, ça dépend. Ceux qui veulent jouer le jeu, en fait, d'embarquer dans un projet comme celui-là, c'est super enrichissant. Puis je peux penser, par exemple, à François Quévillon, qui a développé tout un corpus dans les années qui ont suivi sa résidence, qui a fini par débloquer, là, et qui a développé tout un corpus sur l'intelligence artificielle, des façons de programmer, des contacts avec des programmeurs, toute une vision, en fait, de ces procédés-là qui sont souvent bien mystérieux, là, vu de l'extérieur, mais que quand on est avec un lab de recherche, en fait, on développe pas mal une connaissance intime là, de ça. Et Franck, à Adélard? Oui, en fait, pour la question de l'artiste médiateur est une question assez sensible et déjà juste clarifier en fait que dès l'appel de projet pour d'Adélard, c'est très clair que il y a une partie médiation dans le projet qui doit être déposée et que cette partie médiation-là va être évaluée pendant vis-à-vis de la globalité du projet. Donc, l'artiste s'attend à être un artiste médiateur quand il vient en résidence à Adélard, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous savez, des résidences nécessairement en milieu rural, où des fois, il y a des médiations qui sont de l'ordre de la journée porte ouverte, comme par exemple à Est-Nord-Est, c'est la journée porte ouverte, c'est une fois pendant la résidence et c'est tout. Bon, il y a aussi un programme éducatif, mais c'est seulement si l'artiste le souhaite. Alors qu'à Adélard, l'artiste doit être présent tous les week-ends, donc c'est quand même très exigeant, et discuter avec le public éventuellement lors de l'ouverture de l'atelier toutes les fins de semaine, et aussi d'animer, comme je disais tout à l'heure, des ateliers avec différentes clientèles. Donc, il faut que l'artiste se prête au jeu, en fait, et soit tout à fait conscient de son rôle de médiateur d'artiste médiateur et qu'il l'accepte. Donc, un artiste qui n'a pas envie d'être un artiste médiateur, éventuellement ne postulera donc pas pour une résidence à Adélard. Et je crois que cette médiation-là, qui est donc au cœur même de la mission d'Adélard, peut être aussi très enrichissant dans la démarche artistique, que ça soit un artiste pour lequel la médiation fait vraiment partie intégrante de sa démarche, ou que ça soit un artiste où la médiation va seulement l'alimenter au contact, par exemple, des enfants, mettons. Donc, voilà. Merci. J'aime qu'on ait soulevé la notion que l'artiste veut jouer le jeu, volontairement se mettre en danger, se confronter à des paramètres qui sont souvent inconnus. Donc, c'est sûr que c'est stimulant pour la création. Donc, ma deuxième question, en fait, les résidences offertes par Adélard et Sporobol s'inscrivent dans un territoire qui leur est propre. Situé dans le village de Fredericksburg, Adélard propose aux artistes une immersion.
caractérisé par son contexte rural et sa population engagée, alors que Sporobol, qui est situé dans la ville universitaire de Sherbrooke, a développé notamment le programme de résidence interface arts et sciences, dont tu mentionnais, Eric, avec l'Université de Sherbrooke, afin d'approfondir les rapprochements entre l'art et la science. Dans un cas comme dans l'autre, les résidences proposent un ensemble de circonstances qui deviennent un moteur de création pour les artistes. Selon vous, quels bénéfices ces mises en situation ont-elles sur les pratiques des artistes et sur votre organisme qui s'ancre justement dans le territoire, un territoire rural et un territoire plus disciplinaire, si on pense à Sporobol? Je peux y aller. En fait, oui, je pense que c'est même le fondement même de la résidence, la synergie qui se crée entre l'artiste et son milieu et comment le milieu interfère dans la démarche artistique et vient nourrir la démarche artistique. Dans le cas d'Adélard, pour ceux qui connaissent Friedrichsburg, est implanté dans un territoire qui est très riche au niveau agriculture, principalement de l'agriculture de proximité, et un patrimoine aussi très riche, un patrimoine bâti, un patrimoine historique et aussi des paysages quand même assez exceptionnels. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de prises pour nourrir une démarche artistique. Par exemple, il y a un projet, la première artiste qui est venue en résidence, Lorraine Williams, s'est intéressée aux cimetières. Il y a de nombreux cimetières protestants, anglicans et catholiques dans la région. Et elle s'est intéressée aux cimetières et plus particulièrement aux histoires qui étaient cachées derrière les noms qui apparaissent sur les pierres tombales, surtout les plus anciennes. Donc, elle est allée questionner les habitants du village pour en connaître plus sur l'histoire de ces personnes. Et à partir de là, elle a fait une installation dans les cimetières, dans quelques cimetières, 8 cimetières si je ne me trompe pas. Donc, il y a vraiment eu une interaction directe entre le territoire et ce qu'il offrait et la démarche artistique. Donc, il y a une notion que j'aime beaucoup, que j'ai lue récemment dans une étude française qui dit que les résidences peuvent servir à faire émerger les potentialités d'un territoire. Et je pense que c'est particulièrement vrai dans des résidences du type d'Adélard, que ce soit l'organisme lui-même de par sa présence et les artistes également de par leur présence et leur démarche artistique. Puis il y avait aussi Michel Hulmeau qui est en résidence à Adélard, qui s'est intéressé, lui, à la frontière entre les États-Unis. Oui, en fait, je pensais en parler dans peut-être la question suivante, mais oui, exactement. Donc, lui, il s'est intéressé effectivement à la frontière avec les États-Unis et il avait déjà fait un projet avec la frontière, surtout sur les migrants. Et là, ça a été un projet plus intime où il allait à la rencontre des gens qui habitaient sur le bord de la frontière pour nourrir sa démarche artistique. Et puis, vous pourrez aller visionner parce que la Fabrique culturelle, a fait une capsule vidéo sur sa démarche. Et c'est très intéressant de l'entendre où il dit que finalement, son projet de départ a été beaucoup influencé par les récits que ces gens-là ont apportés et que le projet de départ, qui devait être surtout photographique, finalement est devenu un projet collectif et un projet avant tout de récit. Donc, c'est particulièrement intéressant, là encore, de voir comment le territoire influe, mais aussi comment la démarche artistique évolue au fil de la résidence. À Est-Nord-Est, on s'apercevait très, très souvent que le projet de départ et le projet d'arrivée n'avaient absolument rien à voir, en fait. Eric? Nous, on est moins attachés à la notion de territoire physique. Là. On est plus dans des territoires de la pensée, dans des territoires disciplinaires ou le fait qu'on a voulu se rapprocher avec la science, oui, le contexte sherbrookois de ville étudiante, ville de recherche, il y est pour quelque chose. En fait, il y avait une opportunité là, mais tout est parti d'une considération, en fait, que Sporobol s'intéressait de façon naturelle aux pratiques qui questionnaient la technologie. Donc, on est souvent vu comme un centre vraiment qui est axé sur les arts numériques. C'est plus ou moins vrai. Oui, on en présente, on en produit de plus en plus, mais bien souvent, ce qui va nous intéresser derrière ça, c'est tout le discours qui est porté, le regard qui est porté sur le monde technoscientifique dans lequel on est. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans nos réflexions avec l'ensemble des membres impliqués, en fait, cette question-là de
de connaissances dans un monde technoscientifique nous semblait un espèce de frein, en fait, à la valorisation de la connaissance qui est contenue dans qui est produite par les œuvres, en fait. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment voulu infiltrer, c'est vraiment le bon mot, ce monde-là pour aller confronter ces deux types de connaissances-là sur le terrain du grand méchant loup technoscientifique. Donc, ça, c'est un peu l'origine. Donc, donc, pour nous, cette question-là de territoire est importante. C'est une question qui est pendante depuis longtemps, mais elle est plutôt située à l'heure actuelle au niveau de la pensée, au niveau des concepts. Ça demeure assez intéressant. C'est un champ qui est difficile parce qu'en fait, quand on disait qu'il n'y a pas de projet, il n'y a même pas de livrable dans nos projets. Pour les artistes, ils s'engagent dans un processus et c'est le processus qui va nous intéresser. Donc, la seule contrainte qu'ils ont, c'est de tenir un journal de bord, puis après ça, de venir présenter le résultat des recherches qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment un processus. Et en fait, ce qu'on a remarqué, puis ce qu'ils nous disent, c'est que c'est très rare de pouvoir s'engager dans des projets qui sont de cette durée-là. On parle quand même d'une résidence de minimum 1 an. Donc, c'est 1 semaine par mois et souvent plus, mais c'est vraiment sur un long terme. Donc, on a vraiment établi comme donnée la durée qui est vraiment fondamentale pour nous et pour les artistes. Et ça leur permet comme de faire un point, un point de pivot souvent dans leur carrière, c'est-à-dire qu'ils s'engagent dans un projet où il n'y a pas de livrable nécessairement, pas le stress de livrer une œuvre, mais qu'il y a vraiment toute une réflexion en profondeur sur dans un temps long qui s'établit. Et ça, c'est assez intéressant. Puis pour le centre, ça nous permet, nous, de développer des relations vraiment privilégiées avec des artistes qu'on côtoie pendant longtemps, là. Donc, il y en a que ça fait 3 ans qu'on les côtoie sur différentes phases de projet. Donc ça, il y a vraiment un avantage là de travailler dans le temps long, là. Oui, c'est comme un projet qui les habite finalement au quotidien, là, qui est toujours un petit peu derrière la tête, c'est intéressant. Donc là, il y a cette année, Erin Guy qui va commencer un projet avec le laboratoire de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Peux-tu nous parler un peu des grandes lignes? Oui, bien, en fait, on ne les sait pas. Les grandes lignes, essentiellement, on a un partenariat avec l'Institut quantique qui a été fondé, ça ne fait pas si longtemps, mais qui est super active, en fait, au niveau international. On sort un peu des pratiques plus d'ingénierie parce qu'on a été beaucoup en génie biotechnologique, en génie informatique, en génie mécanique, même robotique, etc. Et là, on s'en va pas mal plus vers les sciences pures. Donc mathématiques, physique, etc. Et essentiellement, on a été approché par un postdoc à l'Institut quantique pour faire une résidence. Et il avait vu notre programme, qu'est-ce qu'on faisait. Et à partir de ce moment-là, en fait, on avait un porteur une porte d'entrée. Quelqu'un qui peut porter le projet à l'intérieur parce que sinon, on est tout le temps comme la mouche du coche. Fait qu'il faut vraiment se trouver quelqu'un qui est à l'interne et qui va développer le projet de son côté. Donc, Erin était supposée de commencer en septembre dernier. Bon, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, ça n'a comme pas eu lieu, mais elle va commencer en septembre prochain. Et pendant 1 an, en fait, elle va côtoyer l'équipe de recherche là-bas de toutes sortes de façons. Et il faut que ça se passe en présence. C'est super important parce que, en fait, tout se passe autour des trucs informels, autour de la machine à café, dans les rencontres de dîner. Ils font souvent des rencontres, les chercheurs, à chaque jeudi, midi, ils se réunissent, puis ils font un état de leurs travaux, leurs recherches, etc. Et ils intègrent l'artiste dans ce processus-là. Donc, il se passe toutes sortes de choses à ces moments-là. Et là, on va savoir, en fait, Erin, elle n'a pas comme je disais tantôt, pas de livrable, en fait, à nous faire. Nous, elle accepte de jouer le jeu, elle a son cachet. Nous, on paye les frais s'il y a de la production, éventuellement. Il y a une enveloppe, on ne sait pas à quoi elle va servir. Donc, elle est là pour 1 an là, avec nous. Mm-hmm. Donc, on se lance un peu dans l'inconnu, puis on exact. accepte d'être surpris. C'est assez exactement. Fascinant comme paramètre. Ça nous amène un peu à notre troisième question par rapport à la collaboration. Donc, la collaboration, c'est une méthode de travail privilégiée autant par Adélard, qui encourage les artistes en résidence à dialoguer avec les citoyens, les commerçants, les producteurs du village, que par Sporobol, qui valorise, comme on disait, les échanges disciplinaires afin de décloisonner les connaissances. Franck, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de collaboration particulièrement réussis
qui ont été développées dans le cadre de vos résidences? Oui, ben, en fait, il y en a une qui a été effectivement particulièrement réussie, c'est celle de l'artiste Yan Shaolin, qui a collaboré avec une joaillière de Friedrichsburg, Joanne Raté, pour développer et parfaire sa technique d'émail. Ce qui est intéressant, c'est que ça a eu un impact direct puisque son œuvre qui est présentée au MAC en ce moment, elle a émaillé des dizaines de pièces d'une scène, qui font partie de son installation au MAC. Donc, il y a vraiment, c'est particulièrement intéressant quand un artiste peut collaborer avec un autre artiste ou dans ce cas-là, une artisane. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en valeur. La personne qui s'occupe de l'accueil des artistes les met tout de suite en rapport avec d'autres personnes selon leur démarche artistique, évidemment, et selon les besoins. Donc là, on parlait de quelqu'un en métier d'art, mais ça pourrait être aussi un agriculteur, ça pourrait être un restaurateur, un musicien, un conteur ou juste un citoyen, en fait, aussi. Donc, ça fait partie de l'essence même des résidences à Adélard, de créer des liens entre différentes personnes, finalement, et pour répondre aux besoins des artistes. Et il y a aussi Adélard lui-même comme organisme qui met beaucoup d'importance sur la création de liens avec les organismes ou des entreprises locales. Tout à l'heure, là, j'ai montré ma petite diapo sur la fleuriste, donc je vais vous parler de la fleuriste parce que c'est quelque chose quand même que je trouve très beau. À la dernière AGA d'Adélard qui a eu lieu il y a à peu près un mois et demi, il y avait une fleuriste et qui disait à quel point elle se sentait privilégiée de toutes les fins de semaine, tous les samedis matins, créer un bouquet et l'amener à Adélard gratuitement pour embellir le lieu. Alors, elle disait, c'est un projet fantastique et moi, je fais juste une petite graine dans ce projet-là, mais ma contribution, c'est d'amener un bouquet de fleurs. Et cette année, elle souhaite aller plus loin avec ces fleurs et de créer des bouquets de fleurs qui, à partir de la démarche des artistes. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Et quand je parle de bouquet de fleurs, ben, vous avez vu, hein, c'est pas juste 2-3 petites fleurs, là, c'est vraiment une création florale. Donc, je trouve que c'est un très beau geste, c'est un geste gratuit et c'est un geste aussi qui, pour moi, symbolise vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, l'inscription d'Adélard dans sa communauté et les rapports étroits qui se tissent entre la communauté, l'organisme et les artistes. Oui, le sentiment d'appartenance de la communauté est grand. C'est une belle image, oui. ces fleurs. Ouais. Oui, très grand dans cette petite communauté-là, oui. C'est vraiment un tout petit village. Hein. Je ne sais pas combien de centaines d'habitants il y a, là, mais 200, 300, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Tout à fait. Super. Sinon, peut-être juste, excuse-moi Marie-Ève, est-ce qu'on a quelques minutes encore? Oui, bien sûr. Oui, je voulais peut-être revenir avec un exemple par rapport à la question précédente de l'influence. Ben, ça parle aussi de collaboration, ceci dit, mais de l'influence du lieu sur la démarche artistique. Dans un autre projet qui n'est pas du tout lié à Adélard, il y a quelques années, j'étais co-commissaire avec une commissaire française d'un projet où on envoyait des artistes en milieu arctique avec des expéditions scientifiques. Donc, les artistes et les scientifiques vivaient ensemble pendant quelques semaines. Donc, ça rejoint un peu ce que Éric disait tout à l'heure. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui m'a toujours fasciné. Lors de la première expédition, il y avait 2 artistes français qui sont partis. Un photographe de chez Magnum qui, lui, avait couvert des tas de conflits à travers le monde. Donc, lui, il n'y avait aucun problème. Il a foncé dans le truc. Mais il y avait une artiste peintre parisienne qui avait jamais fait de résidence de sa vie, qui avait quasiment pas voyagé. Et là, elle allait se retrouver pendant 6 semaines à vivre sur une petite île à l'extrême nord de la Norvège avec des scientifiques. Donc, pour se sécuriser, elle avait rempli un conteneur de toutes sortes de matériel de peinture. Arrivée sur place, elle découvre qu'il y avait un magnifique petit village qui avait été restauré et sauvegardé, un petit village de pêcheurs, des petites cabanes de pêcheurs sur la côte pour les très, 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 très rares touristes de passage. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, la Norvège, manifestement, sauvegarde mieux notre patrimoine que le Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Et ça l'a beaucoup intéressée. Elle a été fascinée par ces cabanes-là. Alors, plutôt que de peindre pendant toutes les semaines où elle a été là-bas, elle a investi les cabanes en question en faisant différentes des installations ou des
intervention artistique. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'elle restait seule dans ces petites cabanes-là pendant que les autres partaient faire de la recherche scientifique. Et donc, elle était livrée à elle-même au milieu de vraiment nulle part. Et puis, il y avait quand même un risque, quand on parlait tout à l'heure de la prise de risque ou de la mise en danger, il y en avait une réelle, c'est-à-dire qu'une tempête pouvait se lever n'importe quand. Quand elle sortait de sa petite cabane, il fallait qu'elle ait un fusil parce qu'il y avait des ours blancs. Donc, ça a complètement transformé sa pratique artistique, évidemment. Et là, c'est comme j'aime ça l'appeler une résidence extrême, mais c'est aussi un rapport extrême qu'elle a eu avec le territoire. Voilà. Oui, mais on espère qu'il n'y a pas eu trop de traumatisme. Non, je pense pas. Au contraire, ça a été très positif. Il y aurait pu parce que des résidences extrêmes comme ça, on sait qu'elles peuvent aussi amener effectivement des traumatismes. Hein. Juste les scientifiques entre eux, quand ils partent comme ça pendant des semaines, on le sait, là, des fois, il faut qu'ils soient évacués en hélicoptère parce qu'ils font une dépression profonde. Et donc, c'est certain que quand on envoyait les artistes en milieu arctique comme ça, les fois d'après, on a fait très attention aussi à ce que l'artiste soit capable de supporter psychologiquement ce stress-là, qui est un grand stress à la fois au niveau de la démarche artistique, mais aussi à la fois personnelle. Ça me fait penser un peu, Eric, à la résidence que vous allez voir cet été au cratère Manicouagan. Oui. Oui, c'est ça, je pensais à ça moi aussi. On est en plein dans l'organisation de ça. C'est moins risqué que le Grand Nord, là, on s'entend, mais il y a quand même des ours. Le premier village est à 6 heures de route, donc c'est isolé. Et c'est assez intéressant. En fait, là, c'est une résidence qui s'intègre pas tout à fait dans l'interface hors sciences, mais c'est une initiative, en fait, qui regroupe, oui, un chercheur, en fait, mais qui est plus appliqué, c'est un géomaticien, donc plus du relevé de terrain, etc., mais des auteurs, Louis Hamelin, Maya Cousineau-Molène, un artiste français, etc. Donc, on part à 9 pendant 2 semaines là-bas. Et là, ce qui est intéressant dans ce volet-là, en fait, c'est que la base de collaboration, elle est multiple entre les artistes, c'est-à-dire que chacun ont des axes de recherche et de production d'œuvres de façon assez individuelle, mais le rôle de Sport-Ball là-dedans, c'est vraiment, on est comme un commissaire, mais en amont, en fait. Donc, on commissarie des productions au lieu de rapprocher des œuvres. Donc, quand on a fait la sélection des artistes, on s'intéressait beaucoup à cette notion de territoire-là, la question Innu aussi, le don autochtone d'occupation du territoire, mais le développement hydroélectrique et l'impact météoritique, évidemment. Et tranquillement, pas vite, en faisant collaborer ces artistes-là, on a fini par tisser des liens et des façons de faire, en fait, quel type de production va émerger de ça. On a un artiste plus en installation, des auteurs, poètes, etc. Donc, on a établi des processus, en fait, pour dire, OK, comment qu'on fonctionne pour arrimer tout le monde ensemble et qu'est-ce qui va en sortir en se gardant de la latitude. Donc, on se positionne vraiment comme plus comment dire, je sais pas des directions, mais d'accompagnement de recherche. Donc, on est vraiment plus de notre côté dans la recherche. Et pour donner un exemple qui a bien fonctionné, je reprendrais le White Feather Hunter qu'on a parlé, qui a travaillé en bioart, en fait. Et ça a vraiment, ils sont arrivés à la fin de leur résidence avec Denis Groslot puis White Feather, en fait, avec même des possibles brevets. Donc, ils ont vraiment avancé dans la question du collagène qui compose notre peau, en fait, une bonne partie de nos tissus humains. Et ils ont vraiment avancé autant au niveau scientifique qu'artistique. Et non seulement au niveau scientifique, mais quand je parlais des 3 mois de flottement tout à l'heure, dans leur cas, je me souviens avec notre présidente, la première rencontre, elle se fait autour de, quand on pouvait, là, mais au restaurant avec du vin. Donc, tout le monde se rencontre pour la première fois. Et on les a, habituellement, on voit déjà l'écart de langage, la façon, l'incompréhension entre les milieux. Et là, ils nous ont perdu complètement. White Feather travaillait déjà en laboratoire et avec le biotechnologue. Et moi, le président était là, on est surpris, ça va vrai, on ne comprend plus rien quand il se parle, ça n'a comme pas de sens. Mais la crise est arrivée pareil. En fait, après 3 mois,
le rapprochement n'avait pas eu lieu encore, puis parce que, en fait, les protocoles de travail en laboratoire, ceux de Whitefeather qui cherchaient l'accident, et du chercheur que lui, il fallait qu'il purifie tous ces trucs et qu'il y avait vraiment un protocole, ça l'a fait des flamèches, ça ne marchait pas pantoute. Donc, on a dû, au-delà de l'accompagnement régulier qu'on faisait, les rencontrer individuellement, réexpliquer les objectifs du projet, etc. Et froum, tout d'un coup, quelques semaines plus tard, là, il y avait eu un réajustement vraiment important. Disons, le bobo était pété, puis ils sont alignés, puis là, ils ont trouvé les pistes de recherche qui les satisfaisaient les deux, en fait. Et ça, c'était intéressant parce que le but, on ne cherche pas seulement des collaborations, on cherche des transformations, nous, autant dans les chercheurs que dans les artistes, en fait. Donc, des façons, des mutations de leur regard, de leur façon d'entrevoir le domaine dans lequel ils vont travailler, mais aussi du côté des artistes, comment ils voient la pratique artistique. Est-ce que c'est juste un divertissement? La plupart, pour eux, c'était un divertissement. Ils faisaient ça en arrivant de travailler, puis c'est tout, quand ils avaient le temps. Et après, on peut dire que ça avait vraiment beaucoup changé. Ils voyaient ça vraiment comme une recherche d'un autre ordre, qui n'a pas les mêmes objectifs, que les artistes trouvent ce qu'ils cherchent quand ils ont terminé la recherche, tandis que les scientifiques cherchent quelque chose qu'ils sont capables d'identifier dès le départ. Donc, il y a vraiment des influences sur des protocoles ou des façons de faire de la recherche, des compréhensions au niveau de qu'est-ce qu'un savoir, comment on apprend des trucs. Donc, il y a vraiment... ça, c'est assez... de notre côté, en fait, certains des projets vont plus loin que d'autres. D'autres fonctionnent plus ou moins. Mais quand on arrive à ce niveau-là, on est assez content. Il y a vraiment eu une rencontre, là, en fait. C'est là où on voit l'importance de l'accompagnement du centre, parce qu'autrement, oui, ça aurait pu potentiellement dérailler. Ben, je parlais de la troisième personne, en fait. Puis je pense qu'elle est essentielle, que ce soit un organisme où je pense que ça prend un pont. En fait, ça prend un truchement. Il y a un colloque mardi qui ne parlait que de ça, du truchement. Là, puis c'est vraiment, ça prend un truchement qui est en mesure de décoder de s'assurer, que le langage, il finit par se rejoindre, qu'on parle des mêmes choses. Et si ce n'est pas le cas, de décoder, en fait, de trouver une façon d'adapter ce qu'un dit vers l'autre pour qu'ils se rejoignent à quelque part. Parce que c'est le gros problème, en fait, avec les projets intersectoriels, c'est qu'on pense qu'on dit la même chose, mais quand on arrive à la fin du projet, on se rend compte, on ne parlait pas pantoute de la même affaire. Fait que le résultat est décevant pour un et pour l'autre, autant du processus que ce que ça donne à la fin. Et je pense que ça prend un troisième parti, en fait, qui est là-dedans, qui est un peu au-dessus, qui est un peu un parapluie, qui va venir réunir tout le monde puis s'assurer de réaligner un peu tout ce qui est la compréhension puis le langage. Je pense que c'est essentiel. Mm-hmm. Comme Adélard, qui est vraiment un facilitateur de l'intégration dans la population. Oui, tout à fait. Oui, je partage tout à fait ce que tu disais et ce que tu dis, Éric. Puis pour revenir un peu sur le projet là avec les scientifiques dans le Grand Nord, suite à plusieurs expéditions et puis à plusieurs projets artistiques avec les scientifiques, on a réuni les artistes, les scientifiques, les commissaires et une spécialiste en récit de vie en résidence fermée pendant une semaine en Bretagne pour justement que les scientifiques et les artistes échangent sur leur propre démarche, mais aussi sur comment ils voyaient la démarche de l'autre. Et ça a été absolument fascinant. Il y a eu des témoignages, je pourrais en parler très, très longuement, là, mais on n'a pas le temps. Il y a eu des témoignages extraordinaires. Il y a eu des moments très touchants, très, très difficiles aussi, surtout pour les scientifiques qui n'ont pas l'habitude de se confier de la même manière que les artistes. Donc, c'était très beau. Et justement, il y avait cette spécialiste dans récit de vie qui jouait ce rôle de troisième personne dont tu parles, là, qui facilitait les échanges et qui était là pour… Sinon, ça se serait sans doute pas produit, ces échanges-là. Ils seraient restés à un niveau relativement technique, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, dans le cas d'Adélard, le lieu et la personne aussi physique qui est là à l'accueil joue ce rôle-là. Mais le lieu aussi, cette grange, pour l'instant, peut-être que malheureusement, ça se peut qu'on la perde, mais cette grange joue aussi ce rôle-là, une espèce de rôle pivot qui chapeaute tout le reste. Hein. Oui, elle a une prestance, elle a une présence en elle-même, cette grange. Oui, vraiment, oui, tout à fait.
Parfait, là, on serait rendu à la période des questions. On a 5 minutes, donc on a peut-être le temps pour quelques questions. Si vous avez des questions, peut-être levez votre petite main. On peut continuer à converser. Ah, Monsieur Louis Jacob a une question. Oui, bonjour. Ben, merci pour cette table ronde extrêmement intéressante. Peut-être, Éric, d'abord, j'aimerais que tu reviennes sur la période que tu as appelée la période d'errance ou de flottement. C'est deux termes qui me plaisent beaucoup. Et moi, je suis porté à voir tout de suite un trait commun entre des démarches artistiques et des démarches scientifiques. Mais en général, de l'extérieur, c'est un peu méconnu cette période-là qui est absolument nécessaire d'errance et de flottement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Est-ce que, par exemple, les subventionnaires s'inquiètent de voir comme ça une période de 3 mois dans un projet où on est en train de errer, ou sinon c'est bien compris par tout le monde? Ça dépend à qui on s'adresse, évidemment. mais du côté scientifique, c'est inacceptable, en fait. Parce que cette période d'errance-là, en fait, c'est très rare qu'il y ait de la recherche fondamentale, je dirais, même, elle est de moins en moins financée en sciences. Donc, en plus, ce qui s'approcherait peut-être de cette période d'errance-là, ça serait plutôt des pratiques de recherche fondamentale. Donc, on est beaucoup plus du côté appliqué. Et c'est surtout que tout va à une vitesse folle. Du côté scientifique, mais aussi du côté des artistes, c'est-à-dire que quand on disait la période de travailler dans le temps long, en fait, c'est pas donné, puis souvent, ce qu'il faut expliquer et réexpliquer, c'est qu'elle est non seulement nécessaire, mais c'est parce que vous allez être tous déçus si on ne la fait pas cette période-là, parce que le résultat auquel vous allez est-ce que vous allez réussir à faire à la fin de l'année ou à la fin du 18 mois, ben, il ne sera pas satisfaisant pour un ou l'autre ou pour les deux parties, parce que la rencontre n'aura pas eu lieu, en fait. Et donc, essentiellement, puis c'est drôle parce qu'on est vraiment fatigant quand on accompagne, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui émergent, bien, surtout en ingénierie, là, c'est proche, c'est du monde qui fabrique des choses et qui trouve des solutions, c'est leur métier. Puis les artistes, ben, ils font la même chose. Ils sont tout le temps en train de concevoir quelque chose et on passe notre temps à dire, bon, c'est super intéressant comme idée, mais c'est pas le temps. Fait qu'on on la note à quelque part, puis là, on passe sur un autre sujet, puis on vous interdit de parler trop longuement autour d'une idée particulière parce qu'il est trop tôt. Et à un moment donné, on sent que là c'est mûr, en fait, puis que là, on voit que ça fait des flamèches un peu dans les yeux des deux collaborateurs et que là, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'au départ, l'artiste va s'emballer sur un truc, mais on sent que, tu sais, qu'il y a c'est accessoire dans le corpus de l'autre partenaire. Et c'est des deux côtés que ça peut arriver. Et là, on essayer d'éviter ça. Donc, les premières flamèches sont tout le temps peuvent être intéressantes, mais on les conserve. Et nous, comme troisième personne, on les éteint. C'est un peu plate, mais c'est vraiment ça. Oui, bien, merci beaucoup. C'est tout l'aspect le fait que l'organisme est là comme un entremetteur, un truchement aussi. Il faut faciliter l'émergence des choses qui sont un petit peu imprévues. Donc, la part d'informel, ça me fait revenir à l'histoire de la fleuriste. J'étais très content que Franck la rappelle parce que je voulais lui poser la question. Je voulais qu'il nous parle de l'histoire de la fleuriste. Donc, ça, c'est juste un exemple très parlant du fait que dans ces projets qui s'inscrivent dans un territoire, il faut laisser de la place pour des pratiques qui sont pas prévues, qui ne sont pas paramétrées dans le projet, là. Mm-hmm. Merci. Et on a le temps pour une dernière question de Carole Bizelius. Merci beaucoup. J'avais une question en effet pour Franck. J'aimerais bien savoir si au Québec c'est un petit peu la même chose que chez nous, c'est-à-dire que quand les résidences sont au milieu rural, on voit se développer beaucoup de projets hors les murs ou alors d'itinérance, voilà, de parcours sur le territoire liés à la résidence pour essayer d'essaimer un maximum par rapport au maillage territorial. Oui, merci, c'est une excellente question. Ben, pas tant, en fait. Et j'aime beaucoup que vous posiez cette question parce que sous mon chapeau de consultant en développement régional, je m'intéresse beaucoup à cette question
de l'itinérance et je lis beaucoup sur ce qui se fait en France et qui se fait relativement peu au Québec, que ce soit en art visuel ou en art vivant d'ailleurs. Et j'essaie de voir aussi comment on pourrait encourager ces pratiques d'itinérance dans les de par quels que soient les milieux, mais surtout en milieu rural, et que les municipalités ou les régions encouragent ces pratiques en itinérance. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et pour en revenir à la résidence comme telle, pas tellement. Dans le cas d'Adélard, quand même, il va y avoir un projet qui va commencer en mai, en fait, dans la semaine prochaine, dans 2 semaines, qui aura dans 2 semaines, qui est un projet photographique qui va présenter des œuvres photographiques sur les bâtiments patrimoniaux d'Adélard. Mais ce n'est pas nécessairement lié avec la résidence comme telle. Ce n'est pas des artistes qui sont venus en résidence qui vont exposer sur les murs des bâtiments. C'est un projet à part, mais qui est organisé par Adélard. Donc, quand on voit ce genre de dissémination, c'est pas en général, c'est assez rarement lié à la résidence comme telle. Par exemple, au Centre d'art de Kamouraska, qui est dans le Bas-Saint-Laurent, il y a un événement photographique annuel qui propose des parcours photographiques dans plusieurs villages environnants. Et certains des projets sont ici aussi issus d'une résidence. Mais je dirais que c'est quand même assez une exception. Il y a aussi en Gaspésie où il y a des parcours photographiques à travers toute la Gaspésie, mais ce n'est pas nécessairement lié aux résidences. C'est pas encore très développé, je dirais, ce côté-là que l'artiste en résidence ou que la résidence elle-même essaime autour d'elle comme ça avec à partir du projet de résidence. C'est plus des projets un peu parallèles à la résidence, j'aurais tendance à dire. Merci Mais beaucoup. effectivement, quand on regarde ce qui se fait en France, oui, j'ai vu de très nombreux projets. En fait, ça arrive très souvent, même presque la plupart du temps. C'est Oui, ça permet de combler en fait le manque de structures culturelles et de travailler sur comme ça des lieux pour essayer de diffuser un maximum la culture sur le territoire en milieu rural. Et ça se fait aussi beaucoup en parc naturel. Voilà, c'est très innovant sur ce pan-là. Oui, merci tout à fait. En tout cas. Merci. Sinon, il y a Noémie Fortin ici qui parle de la convivialité qui est l'un des éléments de succès dans les résidences en milieu rural. Elle aimerait t'entendre rapidement sur ce sujet, Franck. Oui, attends, je lis la question vite. Oui, en fait, oui, tout à fait. J'en ai quand même parlé un petit peu, mais oui, je pense que c'est même, dans le cas d'Adélard, c'est vraiment la convivialité, effectivement, à la base même du projet, dans la mission même, en fait, de l'organisme. Comme je disais au début, c'était vraiment primordial que le projet émane de la communauté et que ça ne soit pas un projet catapulté dans une communauté et de s'assurer qu'il y ait une cohésion aussi du projet avec les enjeux de la municipalité ou les enjeux régionaux. Et le lieu lui-même, vous l'avez vu, la grange invite à cette convivialité-là. Quand on y va, on s'y sent bien. Et puis, il y a toujours des gens qui sont autour, qui parlent, qui discutent. Il y en a d'autres qui arrivent. Alors, il y a des gens du village, mais il y a l'artiste qui vient, il y a les visiteurs. Donc, et Fredericksburg est aussi un lieu de passage. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent plutôt pour la journée, surtout de Montréal, et qui passent en vélo, à pied, en moto, en voiture, et qui s'arrêtent manger un morceau. Et donc, il y a c'est déjà un village convivial. C'est un village aussi où il y en a relativement peu au Québec, où il y a vraiment un cœur villageois. Et c'est pas juste une grande route. Et donc ça aide beaucoup aussi à créer cette convivialité-là. Et aussi, Adélard organise quand même de temps en temps des activités de médiation de type conférence ou rencontre avec des auteurs, par exemple. Et donc là, il se crée aussi d'autres moments de rencontre avec les citoyens du village. Super. C'est ce qui termine, dans le fond, ce premier panel. Merci beaucoup, Franck et Éric, pour ces discussions inspirantes. J'ai beaucoup apprécié discuter avec vous. Sylvain, je te laisse la parole. Merci. Je vais juste annoncer que donc on va avoir une petite pause jusqu'à 11h10, puis on se retrouvera pour le deuxième panel.
Donc, un petit 5 minutes de pause. On se retrouve très bientôt. Merci.